bienvenue aux enseignements de Mendetounou. Nous poursuivons nos enseignements sur la théorie des circuits et nous abordons aujourd'hui notre 10e leçon. Cette leçon va faire le bilan un petit peu de ce que nous savons et nous allons faire des applications des lois de Kirchhoff. Alors, comment va se dérouler la leçon? Nous utiliserons les lois de Kirchhoff pour utiliser ou appliquer le diviseur de courant, voire un résultat classique. Nous présenterons un dispositif complexe et nous apercevrons que c'est difficile de résoudre et nous en déduirons qu'il y a d'autres moyens de pouvoir finalement aborder la résolution de ce genre de problème. Et puis, le premier moyen que nous avons pour résoudre les dispositifs complexes est le théorème de Kennedy que nous allons aborder en fin de cette leçon. Alors, quels sont les objectifs? Eh bien, de poser les lois de Kirchhoff, que vous ayez bien conscience de l'importance et de la manière dont il est nécessaire d'appliquer ces lois de Kirchhoff. Ensuite, à travers l'utilisation de ces lois de Kirchhoff, de vous présenter un résultat classique qui est le diviseur de courant. Ensuite, le théorème de Kennedy qui est en fait le passage étoile-triangle, triangle-étoile. Nous verrons en fin de cette leçon. Alors, nous allons commencer par parler du diviseur de courant. Puis, nous verrons un système complexe de manière succincte. Et enfin, nous vous présenterons le théorème de Kennedy. Diviseur de courant. Présentons le dispositif. Ce diviseur de courant est finalement deux résistances en parallèle avec une source de courant qui alimente ces deux résistances en parallèle. Cette source de courant est constante, de valeur I0. Alors, deux résistances en parallèle que j'ai notées G1 et G2 tout simplement parce que, en fait, nous allons faire le calcul avec les conductances. Conductance qui est l'inverse de la résistance. G est égal à 1 sur R en Siemens. Nous allons tenter de calculer le courant dans la conductance G1. Le corollaire de cette méthode de calcul, c'est que nous obtiendrons la tension aux bornes des conductances G1 et G2. Premièrement, comme je vous l'avais déjà signalé, le premier point à réaliser sur une étude de circuit électrique est un fléchage. Ce fléchage, nous allons commencer par flécher les tensions que nous allons choisir de manière à avoir, tel que mon petit cercle l'indique, que le courant et la tension ont leur flèche dans le même sens, de manière à ce que finalement je puisse concevoir que le générateur est fléché en convention générateur. Nous allons flécher, évidemment, les trois tensions, ou les tensions sur chaque élément. Nous sommes en présence de trois éléments en parallèle. Il s'agit donc d'avoir la même tension sur les trois éléments. Ceci est la définition des éléments en parallèle. Une fois que j'ai fléché ces tensions, évidemment, dans le même sens, je peux flécher les courants, et je flèche les courants qui circulent dans les conductances, de manière à avoir la loi d'Ohm de manière simple, donc en convention récepteur. Cette loi d'Ohm, je peux l'écrire sous la forme U égale plus RI. Faisons maintenant la mise en équation, et commençons par la loi des nœuds. Je vois que j'ai un nœud, et que ce nœud que j'ai encerclé me permet d'écrire que le courant I0 se sépare en deux courants, I1 et I2. Ce qui me permet d'écrire la loi des nœuds, la première loi de Kirchhoff, I0 qui est égal à I1 plus I2. Appliquons maintenant la loi d'Ohm avec les tensions et les courants fléchés
aux éléments conductance. Donc, I1 est égal à G1 U. U, la tension aux bornes de G1. Je vous rappelle que G est la conductance 1 sur R. J'applique exactement la même relation à la deuxième conductance et I2 est égal à G2 U. Nous sommes donc maintenant en présence de trois équations que je rappelle dans mon système d'équations petit a, petit b, petit c. La première étant la loi des nœuds, la petit b et la petit c étant la loi d'Ohm appliquée aux conductances. Faisons le bilan de nos inconnus. Nous sommes partis en connaissant les conductances et la source de courant I0. Je ne connais donc pas la tension grand U et les courants I1 et I2. J'ai fait le bilan de toutes les variables que j'avais écrites. Je me retrouve donc avec trois équations, trois inconnus, et donc une solution unique. Je me retrouve finalement dans une situation pratique dans laquelle finalement, lorsque je câble de manière réaliste ce dispositif, je n'ai qu'une seule solution de courant dans chaque conductance avec une seule tension aux bornes des trois éléments en parallèle. Nous allons donc calculer maintenant le courant dans la conductance G1. Comment je m'y prends? Je prends mes deux équations petit b et petit c, celles qui m'ont permis d'écrire la loi d'Ohm, ou que m'a permis d'écrire la loi d'Ohm, et je remplace les courants dans l'équation petit a. Une fois que j'ai remplacé ces courants, j'exprime U en fonction de I0 et des deux conductances. J'ai donc que la tension U, c'est I0 divisé par la somme des deux conductances, G1 plus G2. Alors, une fois que j'ai ma tension U, je reprends ce résultat-là, donc c'est-à-dire mon premier calcul, que je vais remplacer dans les équations petit b et petit c. En remplaçant cette relation dans petit b et petit c, je vais à ce moment-là pouvoir écrire I2 qui est égal à G2 sur G1 plus G2 fois I0. De même, I1 est égal à G1 sur G1 plus G2 I0. Faisons maintenant un petit bilan de l'écriture de ces résultats. Premier point, tous ces résultats s'expriment comme la somme des conductances au dénominateur. Deuxième point, et qui est très important, nous avons les mêmes indices pour le courant I et la conductance G au numérateur. C'est-à-dire que lorsque je souhaite le courant I2, c'est la conductance G2 divisée par G1 plus G2. De même, lorsque je veux le courant I1, c'est la conductance G1 divisée par G1 plus G2, évidemment, dans les deux cas, multiplié par le courant I0 qui arrive au nœud que nous avions vu au départ. Alors, nous pouvons étendre ce résultat à un diviseur de n conductances en parallèle. Alors, si je mets n conductances en parallèle, alimentées avec une source de courant grand I, évidemment, elle-même en parallèle, source de courant parfaite, eh bien, la tension en borne de tous ces éléments, ça sera grand I sur la somme de toutes les conductances. Le courant IK circulant dans la conductance GK sera finalement le quotient de la conductance divisé par la somme de toutes les conductances fois la valeur du courant issu de la source de courant. En fait, on peut considérer que j'ai un coefficient bêta k fois I. De la même manière que pour le diviseur de tension, nous pouvons considérer que finalement, nous avons une répartition des courants IK
sous la forme d'une proportionnalité en fonction des différentes conductances. Chaque courant IK est un pourcentage βk du courant grand I. Alors, ce transparent pour vous montrer quoi? Pour vous montrer quelle est la structure. Hein. J'ai donc N conductances en parallèle, toutes soumises à la tension U, alimentées globalement par un générateur de courant grand I. Ce dispositif me permet de distribuer le courant grand I de manière proportionnelle en fonction des conductances Gk. Allons voir comment nous allons aborder l'étude d'un dispositif complexe. Alors, qu'est-ce que j'appelle un dispositif complexe? Eh bien, j'ai pris un exemple que nous ne calculerons pas, mais dont on présentera la manière de faire. Il s'agit en effet de vous montrer que, à travers les lois de Kirchhoff, c'est-à-dire loi des nœuds et loi des mailles, eh bien, je peux écrire ou résoudre tous les dispositifs possibles. Je prends donc ce circuit que je flèche de manière quelconque et arbitraire. Alors, faisons le bilan des lois, pour la loi des mailles, du nombre de mailles. Ici, j'ai 5 mailles. En fait, lorsque vous avez un dispositif complexe, lorsque vous disposez de m mailles, vous en obtenez n-1 équations indépendantes. Ici même, voici une première maille, une deuxième maille, en voilà une troisième et une quatrième. Remarquez que j'en ai 4 et que la cinquième, eh bien, ce n'est que finalement une reconstitution de l'ensemble des 4 mailles précédentes. Allons voir maintenant le même procédé pour la loi des nœuds. La loi des nœuds me dit quoi? Eh bien, lorsque j'ai n nœuds, j'ai n-1 une équation indépendante. Observons. Finalement, premier nœud en A, deuxième en B, troisième en C. Et remarquez bien que lorsque j'arrive au quatrième en D, c'est exactement le même, ou du moins on retrouve la même relation que si je faisais les 3 nœuds A, B, C. Alors, bilan de ce dispositif, M égale 5, 5 mailles, 4 nœuds. Je peux donc disposer à travers la loi des nœuds et la loi des mailles, évidemment la loi d'Ohm, eh bien M plus N-2, équation indépendante, ce qui fait pour nous cette équation. Et comme nous avons écrit le dispositif à travers la loi d'Ohm et la loi des nœuds et la loi des mailles, je suis donc en présence d'un nombre d'équations correspondant à un système linéaire, puisque mes équations représentent des dispositifs linéaires. De fait, quel bilan je peux en tirer? Eh bien, je pourrai résoudre ce dispositif lorsque, finalement, j'aurai 7 inconnus. Si jamais je dispose de plus d'inconnus, eh bien, je ne pourrai pas résoudre ce dispositif. De plus, je fais le bilan des équations. Un système linéaire à cette équation, eh bien que réalisable, ceci reste un calcul fastidieux avec un risque d'erreur non négligeable. Là, eh bien, j'en profite pour vous dire, finalement, les équations issues de la loi des nœuds et la loi des mailles font partie des dispositifs élémentaires pour résoudre les problèmes d'électricité. En fait, d'autres théorèmes existent, que nous allons voir, qui vont nous permettre de simplifier grandement la mise en équation de ces problèmes. Autre méthode d'analyse. Alors, les premiers que nous allons voir dans d'autres leçons.
Premier, théorème de superposition, leçon suivante, leçon 11. Théorème de Thévenin, leçon 12. Théorème de Norton, 11 ou 12. Ça, ces trois leçons-là seront vues dans les leçons suivantes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un théorème supplémentaire qui est le théorème de Kennedy. Ce théorème de Kennedy, que fait-il? En fait, il réalise l'équivalence des circuits électriques représentés ci-dessous. Nous avons un dispositif à 3 pôles, que j'ai nommé 1, 2 et 3. Remarquez bien que sur mes 2 circuits, mes pôles 1, 2 et 3 sont situés au même endroit. Ensuite, eh bien, je vais considérer que mes 2 dispositifs sont identiques du point de vue électrique, c'est-à-dire qu'il est possible d'écrire des relations entre les résistances R13, R12, R23 et les résistances R1, R2, R3. Donc, le théorème de Kennedy est l'écriture du passage du mode étoile représenté par mon grand Y au mode triangle représenté par mon delta majuscule. C'est la relation qui passe de la droite vers la gauche. On exprime donc RXY en fonction des résistances RI. Une autre façon de pouvoir écrire ou exprimer cette relation, c'est de faire l'inverse. C'est de passer du dispositif triangle au dispositif étoile. C'est-à-dire de la gauche vers la droite. On exprime donc les RI en fonction des RXY. Dans la suite, nous allons donc démontrer le passage du triangle vers l'étoile. Comment allons-nous faire? En fait, nous allons choisir des dispositifs semblables. Donc nous allons supposer que les dispositifs sont semblables et nous allons identifier les relations que nous avons entre les 2 manières d'écrire soit triangle, soit étoile. Premier point, je vais pouvoir écrire la résistance RA12, c'est-à-dire que je prends la résistance entre le point 1 et le point 2 avec le 3e point en l'air. A, l'indice A étant simplement pour la première résistance. Je vais appeler donc RB23 et RC31 les résistances équivalentes vues des points 2 et 3 avec 1 en l'air, et puis RC31 entre 3 et 1, 2 en l'air. Évidemment, là, je l'exprime pour le montage étoile, et je l'exprimerai aussi pour le montage triangle. Et j'essaierai de trouver des relations qui me permettront de trouver simplement une relation pouvant exprimer une résistance en fonction des autres. Premier point, la résistance R12, qui est la résistance entre le point 1 et le point 2, le pôle 3 non connecté, c'est la résistance R12 en parallèle avec R13 en série avec R23. Je retrouve donc R13 et R23 en série. Exprimons maintenant RB23. Je prends la résistance vue des points 2 et 3, 1 en l'air. Je retrouve donc R23 en parallèle avec R12 et R13 en série. Dernière écriture, RC31, qui est égale finalement à la résistance entre les points 1 et le point 3, c'est-à-dire R13 en parallèle avec R12 en série avec R23. Nous allons maintenant passer à l'étude de l'autre partie, c'est-à-dire
nous allons prendre le montage étoile et nous allons effectuer les mêmes calculs. Donc, je cherche à nouveau la résistance RA12, c'est-à-dire la résistance vue des points 1 et 2, 3 non branchés, et je m'aperçois que c'est la résistance R1 en série avec R2, R3 n'intervenant pas. Deuxième calcul, calculons RB23, c'est-à-dire la résistance entre les points 2 et 3, 1 n'étant pas branché. J'ai donc finalement la résistance 2 en série avec R3, la résistance R1 étant en l'air. J'ai donc R2 plus R3. Troisième calcul, j'ai finalement la résistance RC31 à calculer, c'est-à-dire entre le point 1 et le point 3, 2 étant en l'air, j'ai donc entre le point 1 et le point 3 la résistance R1 en série avec la résistance R3. J'ai donc R1 plus R3. Nous allons donc maintenant utiliser ces trois relations de manière que je qualifierai de pertinente, de manière à faire apparaître une seule et unique résistance. Nous allons voir laquelle. Donc, j'associe ces trois résistances de la manière suivante. RA12 plus RB23 moins RC31. En fait, qu'est-ce qui reste? J'enlève la troisième aux deux premières. Donc, R1 tout en bas se soustrait avec le R1 de la première ligne. Le R3 de la troisième ligne se soustrait avec le R3 de la deuxième ligne. Que reste-t-il? Eh bien, R2 de la première et de la deuxième ligne. Donc, l'expression recherchée me donne 2R2. Que reste-t-il à faire? Eh bien, je vais associer ces différentes résistances avec la première expression que j'avais avec le montage triangle. Alors, la première résistance me donne quoi? Eh bien, rappelez-vous, c'était R12 en parallèle avec R13 plus R23 en série. J'ai donc le produit des deux résistances divisé par la somme des deux résistances en parallèle, sachant qu'une de ces résistances est constituée par R13, R23. Comme ces deux résistances sont en série, je retrouve R13 plus R23. Je recommence pour la deuxième. J'ai R23 en parallèle avec R13, R12, globalement en série. Je retrouve donc le produit R23 fois R13 plus R12, entre parenthèses, divisé par la somme des trois résistances. N'oubliez pas que je soustrais le troisième élément, c'est-à-dire R13, en parallèle avec R12, en série avec R23, c'est-à-dire R13 fois, entre parenthèses, R12 plus R23, divisé par la somme des trois résistances. Maintenant, recherchons les simplifications. Pour commencer, nous allons développer les différentes résistances. Et en développant ces résistances, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que finalement, je retrouve le produit R12, R13 dans le premier terme et R12, R13 dans le troisième terme. Sauf que ici j'ai un signe moins, donc le produit R12, R13 disparaît. Je fais la même constatation sur le deuxième terme. R13 fois R23 se trouve dans le deuxième quotient, ainsi que dans le troisième. J'ai toujours ma soustraction avec
et ça je ne l'avais pas spécifié, le même dénominateur pour chaque quotient. Ce qui me permet, en fait, de pouvoir ajouter et soustraire les numérateurs de mes trois quotients. Donc, je fais la soustraction de R13 et R23 entre le deuxième quotient et le troisième quotient. Que reste-t-il? Donc, entouré par mes cercles blancs, je vois que sur le premier et le deuxième quotient, il me reste R12, R20, le produit R12, R23, deux fois. Donc, sachant que, je vous le répète, que j'ai le même dénominateur sur chacun des quotients, eh bien, il me reste que 2R2 est égal à 2R12, R23, divisé par la somme des trois résistances. J'obtiens donc la chose suivante. À travers le passage du triangle vers l'étoile, mon calcul précédent me dit que R2 est égal à R12, R23 sur R12 plus R13 plus R23. Décortiquons un petit peu cette relation, parce qu'elle est difficile, elle est un peu compliquée, sauf que nous allons regarder ce qui se passe. Regardez bien. Je calcule la résistance R2, c'est-à-dire celle qui se trouve à la borne 2. Je passe maintenant sur le montage triangle. Sur mon triangle, en fait, qu'est-ce que j'observe? J'observe que de la borne 2, je me sépare en deux résistances, R12 et R23. Ce sont les deux résistances que j'ai sur le quotient, au numérateur du quotient, sous forme de produit. Et puis, j'observe que le dénominateur, c'est la somme de ces trois résistances. Il est donc maintenant simple, en jouant sur les permutations circulaires, de pouvoir calculer R1 et R3 en associant finalement le pôle, le numéro du pôle et les noms des différentes résistances. Passons maintenant à la démonstration dans l'autre sens. Nous allons rechercher la relation qui passe de l'étoile au triangle. Donc, nous allons effectuer la même démarche, nous allons calculer un certain type de résistance dans le montage en étoile, dans le montage en triangle. Nous allons tenter de les associer d'une certaine manière, de manière à ce que le calcul soit aisé. Allons-y. Alors, dans notre passage triangle-étoile, j'ai donc mon dispositif, ici, que je ne connais pas. Et je vais aller rechercher les conductances, et c'est important, les conductances G12, c'est-à-dire la conductance, c'est l'inverse de la résistance, en Siemens, entre les points 1 et 2, lorsque les bornes 2 et 3 sont reliées, tel que c'est représenté sur mon schéma ici. Ça sera la conductance GA12. A pour la première, 12 parce que je vais calculer la conductance entre les points 1 et 2. Exprimons, ou nous allons exprimer aussi la conductance GB23, c'est-à-dire je cherche la conductance entre les points 2 et 3, sachant que j'ai relié les bornes 3 et 1. Dernière conductance à calculer, je cherche GC31, c'est-à-dire c'est la troisième, 31, c'est-à-dire que je recherche la conductance entre les points 1 et 3 avec 1 relié à la borne 2, c'est-à-dire ce fil blanc. Je vais calculer dans les deux cas. Dans le cas où j'ai un montage étoile, je vais chercher GA12 entre le point 1 et 2, 2 et 3 étant reliés. Regardez bien,
j'ai donc la résistance 2 en parallèle avec la résistance 3. Et donc, si l'on continue à observer le schéma, je retrouve donc la résistance R1 en série avec ces deux résistances en parallèle. Alors, exprimons la conductance. Il est plus simple de regarder d'abord uniquement le dénominateur. Pourquoi? Le dénominateur, ça sera donc RA12 si vous le préférez. Et donc, j'ai bien la résistance R1 plus les deux résistances en parallèle, c'est-à-dire R2 fois R3 divisé par R2 plus R3. Sauf que tout ça, c'est la résistance et que nous voulons la conductance. Nous allons donc prendre l'inverse, ce qui me donne que G à 12 est égal à 1 sur R1 plus R2 en parallèle avec R3. Allons voir le prochain calcul. Je vais donc calculer GB23, la conductance entre le plot 2 et la borne 3, en ayant relié 1 et 3. Je vais donc, comme tout à l'heure, d'abord calculer ou exprimer la résistance et prendre la conductance, c'est-à-dire l'inverse, par la suite. Qu'est-ce que je vois? Je pars du point 2, j'ai la résistance R2, puis les résistances R3 et R1 qui sont reliées ensemble en parallèle. Je vais donc retrouver dénominateur de mon expression, R2 en série, c'est-à-dire avec un signe plus, avec R1 en parallèle avec R3, c'est-à-dire R1, R3 sur R1 plus R3. On veut la conductance, je prends donc l'inverse de l'ensemble de ce résultat. J'ai donc que GB23 est égal à 1 sur R2 plus R1, R3 sur R1 plus R3. Passons à la troisième résistance ou conductance à calculer. Idem, je calcule GC31, c'est-à-dire je cherche la résistance ou la conductance entre le point 3 et le point 1, sachant que j'ai relié 1 à 2. Je retrouve encore R1 et R2, deux résistances en parallèle, en série avec R3. La résistance sera donc R3 plus R1 en parallèle avec R2, c'est-à-dire R1, R2 sur R1 plus R2, sauf que je veux la conductance, c'est-à-dire que j'en prends l'inverse de l'ensemble. Alors, faisons le bilan de ces trois résultats. En fait, je prends RA12 et je le mets au même dénominateur. Ensuite, je prends GB23 et je le mets aussi au même dénominateur, ainsi que GC31. Évidemment, je remets ça sous un seul quotient, ce qui fait que finalement, qu'est-ce que je m'aperçois? Premièrement, que j'ai le double produit des résistances au dénominateur et j'ai le même dénominateur partout. Ensuite, je vois que finalement, j'ai la résistance R2, R3, c'est-à-dire la deuxième plus la troisième, c'est-à-dire ici la troisième, je reprends le premier. GA12 me donne le numérateur avec les indices suivants. C'est-à-dire que je retrouve la première résistance, ce sera l'indice 2 de ma conductance, plus la résistance qui n'apparaît pas en indice. Je retrouve donc R2 plus R3, puisque ici j'ai 12. Pour 23 au deuxième, je retrouve finalement 3 et 1. Et pour GC31, je retrouve le 1 plus celui qui manque, R2. Alors, faisons le calcul maintenant en triangle. Je cherche G à 12, le même calcul que tout à l'heure. Je court-circuite 2 et 3 et je prends la conductance entre le point 1 et le point 2.
Si je court-circuite 2 et 3, ça veut dire que je court-circuite R23. Je me retrouve donc finalement avec deux résistances en parallèle, R12, R13. J'ai donc finalement que la conductance GA12, ça va être la somme des inverses des résistances. Définition des résistances en parallèle. Je poursuis avec mon deuxième calcul. GB23, c'est la résistance ou la conductance, pardon, que je veux avoir entre le point 2 et le point 3 en sachant que j'ai court-circuité ou j'ai relié les points 1 et 3. J'ai donc court-circuité R13. Je me retrouve avec R12 en parallèle avec R23. De fait, si je veux la conductance, je fais la somme des deux inverses de résistance. GB23 est égal à 1 sur R12 plus 1 sur R23. Troisième calcul, je me retrouve à calculer GC31, c'est-à-dire la conductance entre 3 et 1, avec 1 et 2 reliés, qui court-circuite R12, qui me permet de voir que R13 est en parallèle avec R23. Donc, la conductance sera la somme des inverses, 1 sur R23 plus 1 sur R13. Poursuivons. Je relis ou je réécris mes trois écritures de conductance vues précédemment. Et là, comme dans la première démonstration, je vais aller chercher une relation qui va me simplifier l'écriture. Je vais donc chercher GA12 plus GB23 moins GC31 pour pouvoir simplifier l'écriture. Alors, regardez bien. Lorsque je soustrais le troisième à la somme des deux premiers, le 1 sur R13 disparaît sur la première ligne et la troisième ligne, et le 1 sur R23 disparaît entre la deuxième et la troisième ligne. Que reste-t-il? Il reste la somme de 1 sur R12 deux fois. Cependant, donc je me retrouve ici avec 2 sur R12. Je vais effectuer le même calcul avec l'autre expression, et à ce moment-là, je vais obtenir ce qui est écrit ici. Je vous avais fait remarquer que j'avais le même dénominateur, et je me retrouve donc à ajouter le premier terme au deuxième, moins le troisième terme. Que reste-t-il? Évidemment, tout ça, c'est égal à 2 sur R12, comme on vient de le calculer. Je peux soustraire les éléments R1 et R2, et il me reste 2 R3. Je simplifie le 2, et je peux à ce moment-là exprimer le résultat et obtenir que finalement 2 sur R12 est égal à 2 sur R3 divisé par la somme des doubles produits. Alors, venons-en à la relation fondamentale. Je peux donc exprimer que la résistance R12 est égale, puisque j'ai pris l'inverse, à la somme des doubles produits divisé par R3. Comment je peux symboliser ceci? R12, c'est la résistance entre le point 1 et le point 2. Je me retrouve à aller chercher ma relation vis-à-vis du montage en étoile, et je vois que finalement, je me retrouve au dénominateur avec la résistance qui n'est pas connectée. Je me retrouve donc avec le double produit de toutes les résistances divisé par le seul indice qui n'apparaît pas sur ma résistance R12. Si je veux trouver les autres, c'est-à-dire R13 et R23, à ce moment-là, eh bien, je n'ai plus qu'à faire une permutation circulaire des différentes résistances. Faisons un bilan rapide. Nous avons vu le diviseur de courant. Ce diviseur de courant, premier résultat, ou du moins le premier corollaire,
me dit que ma tension aux bornes de mes impédances, c'est I0 divisé par la somme des conductances. Mon courant, I2, c'est la conductance 2, c'est-à-dire le même indice, divisé par la somme des conductances fois le courant qui arrive dans cette branche-là, issue du générateur de courant. Mon courant I1 est la même relation où j'ai changé l'indice 1 dans le courant et dans la conductance. Évidemment, je peux étendre ces résultats à n conductances en parallèle, où ma tension, c'est le courant divisé par la somme des conductances, et que mon courant IK, c'est GKI divisé par la somme des conductances. Les circuits complexes, eh bien, vont me permettre de vous représenter le fait que j'aboutis à un système linéaire de M nombre de mailles plus N nombre de nœuds moins 2 équations. Je ne peux donc résoudre mon dispositif que si j'ai autant d'équations que d'inconnues. Nous venons de voir le théorème de Kennelly sous forme d'un passage triangle-étoile. Je vous réécris la relation qui est de la forme R2 qui est égal au produit des deux résistances sur la somme des résistances. Les deux résistances sous forme de produit étant les deux résistances en contact avec la borne. J'obtiens les autres par permutation circulaire. Le transfert étoile-triangle, eh bien nous venons de le voir, c'est la somme des doubles produits divisé par la résistance, qui n'apparaît pas sur les indices. Évidemment, j'obtiens les autres par permutation circulaire. Pour la prochaine fois, nous parlerons du théorème de superposition. Je vous remercie de votre attention.